De toutes les façons, je dois d'abord saluer ce courage du président de la République, mais je dois aussi lui rappeler que pendant sa campagne électorale, il avait promis d'installer son état-major à Béni. Et ça, c'est une promesse ferme qu'avait tenue le chef de l'État. Mais cette promesse traîne à être matérialisée. Nous, on aurait souhaité le voir réellement mettre, arborer sa tenue de commandant suprême des forces armées, de la police, et installer cet état-major au niveau de Béni. Mais ici, je dois préciser une chose, et ça, c'est à l'intention du chef de l'État. Monsieur le Président, quoi qu'on puisse faire, tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas d'abord analyse de manière objective, une critique de manière objective de toutes les opérations militaires qui ont eu à être menées ici, dans la partie orientale. Nous avons connu Sokola 1, nous avons connu Sokola 2, Sokola 3, nous avons connu Kimia 1, Kimia 2, Amani 1, Amani 2. Mais pourquoi toutes ces opérations ne sont pas arrivées à, c'est-à-dire à neutraliser ces forces négatives? Donc nous devons nous arrêter et nous demandons au chef de l'État. Et nous avons été très contents hier, il a présidé le Conseil national de sécurité et nous, on aurait souhaité dire au président de la République qu'il faut d'abord qu'on s'arrête. Il faut qu'on regarde de manière objective qu'est-ce qui a marché de toutes ces opérations et qu'est-ce qui n'a pas marché. Je dois prendre ici l'exemple de l'opération Artemis en Ituri. L'opération Artemis, on n'a pas connu Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3. On n'a connu qu'une seule opération Artemis et qui est arrivée au bout de cette confusion, de cette guerre qui était entre les Emma et les Lendou au niveau de l'Uturi. Pourquoi ici nous devons partir jusqu'à Amani 10, jusqu'à Sokola 10, jusqu'à Sokola 20? Donc il y a quelque part où ça ne marche pas. Et donc le citoyen, nous devons nous arrêter et nous regarder dans les yeux et nous dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. De ces constats là-bas, on peut maintenant tirer des conclusions et voir dans quelle mesure on peut améliorer. Donc nous disons au chef de l'État, il peut se donner victime à s'immoler au niveau de la place ou bien à n'importe quel autre endroit public, mais s'il n'y a pas une analyse objective, s'il n'y a pas vraiment des études objectives, en intégrant bien sûr les forces vives et sociales de la République, on ne peut pas arriver à des résultats escomptés. Parce que ce n'est pas des militaires que nous manquons, ce n'est pas des commandants, des généraux que nous manquons. Nous en avons de toutes les qualités, des meilleurs, des moyens, des mauvais, mais qu'est-ce qui fait à ce que la nébuleuse comme Adef Nalou dans le Grand Nord puisse résister à toute une brigade spéciale des Nations Unies? Qu'est-ce qui fait que cette nébuleuse des Adef Nalou puisse résister à toute une armée? Donc il y a quelque part où ça ne marche pas et il doit s'arrêter comme commandant suprême, sinon il va se retrouver dans la même logique d'annonces tapageuses qui ne seront jamais suivies de faits. Nous sommes prêts comme société civile de participation à l'accompagner dans cette démarche pourvu qu'on s'arrête et qu'on fasse une analyse objective en intégrant les forces vives et sociales de la République. Et Mbobero et à deux reprises, vous avez écrit au chef de l'État, mais sans suite. Profitant de sa présence dans la province, est-ce que vous comptez mener des actions pour attirer de nouveau l'attention du chef de l'État? Oui, lorsque le chef de l'État est arrivé avant-hier au niveau de Murundu, les habitants de Mbobero étaient là. Ils ont répondu à notre appel pour accueillir le chef de l'État avec leur calico, avec leur message qui était clair. Et nous, nous sommes en train d'espérer. C'est prévu que le président de la République puisse nous recevoir comme société civile cet après-midi, sauf changement de son agenda. Et nous allons encore marteler par rapport à cette question. Et nous devons dire, à Mbobero, il y a des choses qui se passent, des choses qui devraient même attirer l'attention de vous, le média. Il n'y a pas 4 jours, un jeune enfant de 8 ans a été violé, un garçon, par un militaire de l'unité qu'on appelle police militaire. Ce militaire, il se retrouve en détention. Il a violé un jeune enfant de 8 ans, un garçon. Donc c'est de l'homosexualité. Ça, ce sont de faits extrêmement graves. Avant cela, il y a une dame de plus de 65 ans qui a été violée par les militaires qui sont positionnés en Mbobero. Mais est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens le disent? Les gens ne disent pas, les gens ne reviennent pas sur ça. Donc ce sont de graves violations des droits de l'homme. Et nous disons au président de la République, lui, il prône l'état de droit, il doit s'intéresser à cette problématique. En fait, la question de Mbobero ne devrait pas nous retenir pendant tout ce temps. À Mbobero, il y a un seul problème. Le président Kabila, comme citoyen, il est en droit d'acheter les terres. Il les a achetées en bonne et due forme. Mais les courtiers qui étaient dans cette opération, et je ne pourrais pas appeler la rétrocommission foncière, mais les gens qui étaient impliqués dans ces deals ont induit le chef de l'État en erreur. Ils sont passés de 299 hectares à plus de 450, à peu près à 500 hectares aujourd'hui. Parce que Murundu, sur lequel aujourd'hui le chef de l'État est en train de clôturer, Murundu, quand M. Mihigo était là, quand M. Michaud était là,
Mouroundou n'était que de l'eau, c'était le marais, il n'y avait pas de la terre. Et cette terre est venue après même le départ de Michaud, après même le départ de Mihigo. Comment Mihigo ou Michaud peuvent se retrouver propriétaires de cette étendue. Aujourd'hui, nous allons à Kavumo. Vous voyez du côté droit, le versant du lac, c'est clôturé par de fils, par des tuyaux à couleur rouge. C'est le chef de l'État. Il a pris même les 10 mètres de rive, l'ancien président. Nous devons avoir le courage de dénoncer ça. Les 10 mètres de rive, c'est notre propriété à nous tous. Nous pouvons partir demain ou après-demain. Mais qu'est-ce que nous aurons allégué à la génération future? Qu'est-ce que nous aurons allégué à nos progénitures? Lorsque un ancien président de la République, de force, il s'en prend, il prend même les 10 mètres de rive. Vous êtes des journalistes, vous avez vu, vous voyez ce qui se passe. La clôture qu'il y a du côté du lac là-bas, c'est pour le chef de l'État, l'ancien président de la République. Ça, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas permettre à ce qu'il puisse quand même nous ravir même ce que nous avons des droits comme citoyens, parce que ça, c'est un patrimoine commun à nous tous. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Et nos enfants, nos petits-fils, demain ou après-demain, ils vont nous poser des questions. Qu'avez-vous fait lorsqu'il y a eu un Congolais comme vous qui s'est accaparé même de 10 mètres de rive? Nous sommes dans une planète où nous avons besoin de l'environnement, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'écosystème. Mais lorsque quelqu'un, parce qu'il est tout puissant, il se permet de prendre même les 10 mètres de rive, là, ça doit nous tiquer. À un certain moment, nous devons arrêter. C'est pourquoi nous disons à la nouvelle communauté civile que le président, l'ancien président Kabila, doit revenir à la raison. Nous sommes en train d'exiger maintenant une rencontre entre le président Kabila et le victime d'Embobero. On ne veut plus d'intermédiaires. On ne veut plus qu'il nous envoie des émissaires. Donc, aucun émissaire ne sera plus reçu si ce n'est pas l'ancien président Kabila lui-même. La population d'Embobero que nous accompagnons, nous exigeons maintenant une rencontre tête-à-tête entre le président Kabila et le victime, le vrai mandataire et le vrai victime d'Embobero. Et c'est à ce point là-bas que nous aurons le temps de nous dire de vérité. Parce que qu'il le veuille ou pas, s'il tient à tout prix Mordikis à rester à Mbobero, il doit avoir des voisins. Mbiza aujourd'hui, à Kagabi. Michaud n'a jamais été à Mbiza, Michaud n'a jamais été à Kagabi. Par quelle magie le président Kabila se retrouve à Mbiza aujourd'hui? Par quelle magie? Faites des enquêtes, vous êtes des journalistes, vous allez vous rendre compte et qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Et ce sont ces courtiers, ce sont ces gens qui lui ont induit en erreur. Moi, j'ai écouté un ministre national des Affaires foncières qui disait, non, qu'est-ce que vous voulez? Entre deux blocs du chef du président, à cette époque, il était président, on ne peut pas avoir de simples citoyens. Le président ne peut pas atterrir, accoster sur le port d'un particulier. Raison pour laquelle ils sont en train de prendre les 10 mètres. Ça ne peut pas marcher. Et nous sommes déterminés jusqu'au bout. C'est que, soyez rassurés, M. Christian, que notre élite, notre combat par rapport à cette question va se poursuivre. On doit y aller d'une façon. Monsieur le Président, il faut demander à faire 15 millions. Les chefs de l'État et dans la province, avez-vous préparé un message à relancer? Merci beaucoup. À faire 15 millions, ça rentre dans ce que nous appelons à la nouvelle dynamique de la société civile, la lutte contre la corruption. Nous avons lancé au mois de février à Kinshasa une campagne nationale de lutte contre la corruption. Si aujourd'hui il y a des polémiques autour de cette affaire de 15 millions, de 20 millions, ainsi de suite, notre position, elle est simple et claire. Le président de la République ne doit pas faire entrave à la justice. Tous ceux qui entourent le chef de l'État ne doivent pas faire entrave à la justice. Qu'on laisse au procureur, par la Cour de cassation, mener ses enquêtes et que ces enquêtes aboutissent et qu'on publie un rapport. Je dois ici préciser que le président de la République il doit éviter de s'immiscer dans des affaires purement judiciaires. Vous êtes témoin, lorsqu'il y a élection des sénateurs, élection des gouverneurs, même l'installation du Sénat a été suspendue. C'était une décision du chef de l'État. Pour quel motif? Parce qu'il a dit qu'il y a eu des corruptions, qu'il y a eu d'achat de conscience, qu'il y a eu, c'est pas moi, de manipulation. Mais où est-ce que nous en sommes jusqu'à aujourd'hui? Ces rapports n'ont jamais été publiés. Le chef de l'État lui-même avait ordonné qu'il y ait des enquêtes par rapport à ça. Mais nous avons des sénateurs corrompus, corrupteurs. Nous avons des gouverneurs corrompus, corrupteurs, corruptibles. Mais les rapports n'ont jamais été faits. Donc on aurait souhaité par rapport à cette question, Ghislain, que le chef de l'État puisse quand même laisser permettre à la justice faire librement son travail. Et s'il y a des coupables par rapport à ça, 15 millions c'est beaucoup d'argent. La République
en cherche même un demi-million. Et si on doit se permettre qu'il y ait des individus qui prennent 15 millions, qui prennent 20 millions, et nous autres, c'est notre argent. Nous devons avoir le courage de les revendiquer, et nous lançons un message à la population, le moment venu, et nous devons passer à des actions de grande envergure pour dire que niet, trop c'est trop. On ne peut pas continuer à prendre la République en otage pour ses propres intérêts égoïstes. Donc que la justice fasse son travail, et que s'il y a des coupables par rapport à cette affaire. La gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de l'enseignement des bases, le président de la République est allé jusqu'à dire qu'il cherche aussi la gratuité du cycle secondaire, voire même les bourses pour l'université. N'est-ce pas un excès des ailes pour le chef de l'État, Félix Antoine? Vous savez que je ne peux pas dire qu'il y a excès des ailes. Cette République ne manque absolument rien. Cette République est en mesure d'avoir tout. C'est question seulement de volonté. Moi, j'ai dit tantôt que le chef de l'État, il peut être de bonne foi, mais s'il ne prend pas en considération toutes les dimensions de toutes ces problématiques, la question de la gratuité, nous sommes bâtis pour que la prime prenne fin, pour que la prime disparaisse, parce que la prime avilit le système scolaire dans notre pays. Mais est-ce qu'il faut annoncer la gratuité et commencer directement à taper les mains? Nous sommes dit, le président, il est animé de bonne foi, de bonne volonté, mais il faut que nous y allions avec méthodologie, avec responsabilité. Nous, à la nouvelle communauté civile, nous ne sommes pas d'accord avec des annonces tapageuses, des annonces de mesures qui n'ont pas été donc suffisamment mûries, suffisamment discutées. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un budget de 8 milliards pour notre République. Le secteur de l'éducation à lui seul, il peut nous prendre à peu près 2,5 milliards. Est-ce qu'on va prendre l'ensemble du budget? Nous avons suivi qu'il y a des organisations, des institutions de Bretton Woods qui sont prêtes à donner un peu de fonds, d'appui au gouvernement, mais ça ne doit pas se limiter à des appuis. Nous devons avoir un programme qui soit clair. Donc le chef de l'État ne doit pas aussi avoir cette habitude de faire beaucoup d'annonces sans que cela soit suffisamment mûri, cela soit au niveau du primaire, au niveau de l'enseignement des bases, la gratuité continue à poser problème. Donc on ne peut pas sauter directement à aller au secondaire ou bien aller à l'université. Et pour nous, ça serait de la démagogie et le président n'a pas d'intérêt. Et un élément de détail par rapport à cet aspect. Nous avons dit et nous continuons à le dire. Le président peut être de bonne foi, mais il est dans une coalition. Une coalition avec le FCC, le Front commun pour le Congo. Une coalition qui a dirigé cette république pendant plus de 18 ans et qui n'ont pas été en mesure d'assurer ou bien de permettre qu'il y ait gratuité. Est-ce que ces partenaires, eux aussi, sont de bonne foi dans ces combats? Parce que s'ils ne sont pas de bonne foi, il aura toujours des crocs en jambes, il aura des bâtons dans ses roues et cette gratuité ne pourra pas être possible. C'est pourquoi nous disons, nous devons prôner la sincérité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci. Oui, Président, vous avez anticipé la question. Et ces coupables répondent de leurs actes. Enfin, une prochaine question avec Afrique Média. Okay. Monsieur le Président, je suis Monsieur Justin Kabamba, correspondant de la télévision de l'Union africaine, Afrique Média. Ouais. En vous écoutant parler, on se sent être devant un opposant de M. Kabila. Kabila? Justement, oui. Ouais. Comme j'évoque cet aspect, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des voix qui se sont levées dans les pays pour demander une enquête très sérieuse par rapport au biais de Kabila. Ouais. Et vous, côté société civile, est-ce que vous êtes d'avis avec ces propos-là? Merci beaucoup. Je veux profiter de votre question pour porter à la connaissance de tous les chevaliers qui sont ici que la nouvelle dynamique de la société civile, en consortium avec l'Association africaine des droits de l'homme Azado à Kinshasa, sous le label du collectif Tournons la page, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement d'une campagne nationale de réconciliation et du pardon sincère. Pourquoi nous venons de décider de lancer cette campagne? C'est parce que nous avons constaté que nous sommes en train de vivre dans l'hypocrisie politique. Nous sommes en train de vivre en créant ou bien en encourageant d'autres problèmes. Le président Félix, il est au pouvoir, mais bien avant, il y a eu un combat qui a été mené par les forces vives, sociales et politiques de cette nation. Nous sommes très d'accord que nous ne devons pas fouiner dans le passé pour chercher des poux sur la tête des chauves. Mais aussi, nous devons dire, ça c'est notre position par rapport à ça, nous sommes prêts pour le pardon,
Nous sommes prêts pour la réconciliation politique, sincère, mais cela ne doit pas bafouer la justice. Ceux qui ont eu à commettre des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, on ne doit pas les pardonner parce que nous sommes en train de rechercher la stabilité politique. Nous devons aller au-delà. Ceux qui sont coupables, qu'ils répondent de leurs actes devant les instances judiciaires et que les autres, s'ils ont la possibilité de demander pardon, qu'ils puissent demander pardon. Donc, par rapport à l'enquête, si c'est une enquête qui vise l'intérêt suprême du peuple congolais, qui vise l'intérêt suprême de la nation congolaise, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Nous sommes même allés un peu au-delà. Nous exigeons qu'il y ait audit de toutes les provinces. Parce qu'il y a des provinces, il y a des gouverneurs qui sont partis. Ici aussi, Kivu, le prédécesseur de M. Théo, est parti avec plus de 9 millions de dettes. Donc, il a pris cet argent, il est parti. Avant lui, il y a M. Tichambo qui était là. On Nord Kivu avec Paloukou, un peu partout avec les Katumbi. Depuis 2006, la première législature. Menons, soyons sérieux envers nous-mêmes, menons des enquêtes sérieuses, minutieuses par rapport à la gestion des provinces. Qu'on sache qui a fait quoi, qui a été à la base de ceci, qui a été à la base de tel détournement, et ça sera de la bonne justice. Tout le reste, ça serait juste mettre un peu, c'est pas moi, la poudre aux yeux, des actions de saupoudrage, des actions de grandes annonces. Nous voulons réellement voir le président Félix, s'il est un président de la rupture, aller jusqu'au bout, qu'on permette à la justice, à la Cour des comptes notamment, de mener des enquêtes sur la gestion des provinces. Et là, ça pourrait nous permettre quand même de nous pardonner et de nous réconcilier. C'est ainsi que le 15 novembre à Kinshasa, où nous aurons à atterrir avec la campagne nationale de réconciliation et de pardon sincère à travers la République, nous allons demander aux indignés, nous allons demander aux victimes de la barbarie, aux victimes de la tyrannie de Kabila, de Mobutu, d'avoir aussi le courage de s'exprimer. En s'exprimant, nous allons transmettre cela aux autorités politiques, notamment au chef de l'État, et sous le label duquel cette action doit être placée, qu'on se dise de vérité et qu'on se pardonne mutuellement. Pourquoi nous insistons sur cet aspect? Parce que même ici à Bukavu, vous avez suivi, il y a de militants de partis politiques qui se disputent, qui se battent, qui en arrivent jusqu'aux mains. Donc le pardon n'est pas sincère. Vous avez vécu à Kinshasa lors de l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale. Vous avez vu d'un côté le militant du PPRD, la jeunesse du PPRD, de l'autre le combattant de l'IDPS, qui se sont affrontés. Donc on peut être dans une coalition, mais en réalité, on ne partage pas la même vision. En réalité, on ne se pardonne pas. En réalité, on ne se dit pas les vérités. Il y a des frustrations, même à Kalambo. Moi, j'ai vécu des frustrations dans les chefs ou des autorités qui étaient là. Donc ce qui prouve à suffisance, c'est qu'il y a un problème réel. Et si nous ne nous arrêtons pas, et si nous ne disons pas de vérité en face, on va que continuer à naviguer dans les vides. La République risque de se retrouver, après un temps, bon, on ne saura pas avancer. Merci pour la parole. Je suis M. Mélis, du journal Le Potentiel de Kinshasa. J'ai deux questions. Ouais. La première est essentiellement basée sur la situation sécuritaire. Vous avez dit tantôt que le chef de l'État devrait faire une évaluation des opérations lancées dans le passé sur la traque des groupes armés. Aujourd'hui, quelle proposition vous faites au chef de l'État? Vous, société civile, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Qu'est-ce qu'il doit appliquer pour que la paix revienne dans les provinces du sud et nord Kivu? Deuxième question, elle est essentiellement sociale. Le chef d'État a inauguré un centre de recherche agricole. Par rapport au centre qui a été inauguré hier par le président de la République, nous devons d'abord saluer cette initiative. Et nous devons reconnaître que c'est une initiative d'un fils du terroir. Le docteur Sanginga, qui est responsable de l'ITA aujourd'hui, c'est un garçon de Bukavu, c'est un garçon d'Ikivu. Ça, on doit le reconnaître. Mais nous avons eu à le dire, je le répète encore ici, on peut beau inaugurer des laboratoires modernes, ultramodernes partout. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de soucis à ce que ces centres puissent apporter des résultats escomptés et qui doivent bénéficier à l'ensemble de la population, ça serait une inauguration de plus. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, nous sommes en train de demander, là c'est un appel que je lance à l'endroit de la population de l'Est, à l'endroit de la population de la RDC, nous devons d'abord nous approprier cette initiative. Ça c'est un.
En nous appropriant cette initiative, nous devons exercer un contrôle citoyen permanent sur cette initiative. Nous devons comprendre cette initiative va coûter combien d'argent et cet argent est venu de qui? Ça s'appelle la redevabilité. Et nous, comme citoyens, nous sommes en droit d'exiger des comptes dans les chefs des autorités, des gouvernants. Et par la suite, nous devons maintenant essayer de voir est-ce que ce centre va bénéficier à la population de Bunyakiri, par exemple, à la population de Chabunda. Les Congos, c'est un grenier. Les Congos, c'est un poumon. Les Congos, c'est l'espoir même de l'agriculture et de l'environnement. Donc, on aurait vraiment souhaité, et ça, c'est une recommandation qu'on fait à l'ITA, qu'ils quittent leur bureau climatisé de Kalambo, qu'ils aillent à la rencontre des petits citoyens, qui descendent dans les Rutshuru, qui descendent dans les Massissi, qui descendent dans les Walikale, dans les Maniema, dans les Maïndombe, dans les Mayumbe, et qu'ils récoltent le vrai problème de la population sur cet aspect des choses. Mais nous devons aussi terminer en disant que l'agriculture ne doit plus continuer à être une agriculture rudimentaire. Nous devons passer à une agriculture moderne. Si ce centre vient répondre à cette exigence, tant mieux, nous devons quand même encourager et saluer cela. Et par rapport à votre première question, s'agissant de la sécurité, nous avons eu à faire beaucoup de propositions, d'abord à l'ancien président Joseph et même au président Félix. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui-même, il est commandant suprême des forces armées. Il doit s'assumer. Il doit arborer, je l'ai dit, sa tenue de commandant suprême des forces armées et tronquer un treillis, se rendre sur le terrain. Il a promis que l'état-major serait à Béni. Nous lui recommandons qu'il matérialise sa parole. L'ancien président Kabila avait promis aussi à un moment que l'état-major sera ici à Bukavu. Cela n'a jamais été fait. Ça, c'est d'un. Il faut donc que la promesse du chef de l'État soit matérialisée par rapport à l'installation de l'état-major dans la partie nord de la province du Nord Kivu. De deux, ça, on ne le dira jamais assez. Nous sommes en train de solliciter qu'il y ait permutation des troupes. Les troupes, les commandants qui font 10 ans, qui font 5 ans, 7 ans dans une même entité et qui deviennent beaucoup plus que des chefs coutumiers. Ces gens ne sont plus là-bas, ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage, ils n'ont plus le cœur au drapeau. Ils sont maintenant dans le minerai, ils sont maintenant dans les trafics d'armes, qu'on déplace tous ces gens, qu'on les amène dans d'autres provinces, qu'on nous amène d'autres éléments de sécurité et qui ne vont pas tenir compte de leur appartenance tribalo-ethnique. Donc il y a des militaires qui sont en Équateur, qui sont au Katanga, qu'on les amène ici, et ceux qui sont ici, qu'on les amène de l'autre côté. C'est la même recommandation pour Minembwe. C'est la même recommandation pour le haut et moyen plateau de Ouvira et de Fizi. Là aussi, nous sommes en train de demander qu'il y ait permutation totale, en commençant par le plus haut officier gradé dans la chaîne de commandement, qu'on les mette un peu de côté, qu'on amène de nouveaux officiers, qu'on amène de nouveaux éléments. Sinon, si on continue à maintenir les mêmes éléments, je dois vous assurer qu'on va faire marquer les pas sur place. Voilà. Alors, le président a presque tout dit, donc deux dernières questions avec Pascal Miyiko et cette chose. Ouais. Effectivement, je suis Pascal pour le compte de Hope Channel TV. Ouais. Monsieur le Président, parce que vous comptez être reçu par le Président de la République, aujourd'hui, la province du Sud Kivu est sous une menace de déstabilisation. Quelle proposition comptez-vous faire au Président de la République pour que la province décolle? Je peux prendre l'autre question, comme ça je réponds une fois pour toutes. La question réside sur le plan provincial. Il y a déjà aussi les travaux qui sont effectués dans la province et le changement de mentalité qui est prôné par le chef de l'État. Et on constate qu'à l'arrivée du chef de l'État, ce sont des travaux qui sont faits à la hâte, c'est juste pour impressionner le message de la société civile sur l'impact de cette activité. Merci beaucoup. Mon ami Pascal de Hope Canal TV, je dois ici lancer un message. Vous savez, la province du Sud Kivu se retrouve aujourd'hui à la queue d'autres provinces. J'ai été signateur d'une déclaration qui a été faite par certaines organisations de la société civile ici en province et qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ici, je dois apporter une précision de taille. La déstabilisation d'institutions en province, c'est parmi les causes essentielles du non-développement de la province du Sud Kivu. Le Sud Kivu aujourd'hui occupe la queue de toutes les autres provinces. Bukavu, c'était la capitale du Kivu.
avec le Maniema, avec le Nord Kivu. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des antagonismes au niveau d'acteurs politiques, et il y a des gens qui ne sont pas animés du souci de la province, du développement de la province du Sud Kivu, mais des gens qui sont animés par un égoïsme à outrance, un égoïsme qui doit être dénoncé et décrié. Ceux qui sont en train de chercher que le gouverneur actuel du Sud Kivu puisse partir, ce pas des gens qui veulent amener d'innovation, ce sont des gens qui veulent placer le leur à la tête de la province, ce sont des gens qui veulent placer leur fils à la tête de la province, ce sont des gens qui veulent placer leurs frères, leurs cousins à la tête de la province. Et nous avons dit, comme organisation citoyenne responsable, on n'a rien de ces guéguerres politiques. Ça, ce sont des guéguerres politiques. Nous sommes acteurs de la société civile. Nous devons rester église au milieu du village. Mais nous disons, nous avons demandé, et je continue à le demander, je veux bien que le gouverneur Théo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, puisse partir. Mais on doit quand même l'évaluer sur base de ses actions. Le gouverneur n'a pas plus de 4 mois comme gouverneur de province. Le gouverneur n'a même pas fait encore adopter le budget pour son équipe gouvernementale. Mais les gens disent non, il doit partir. Il doit partir pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Je veux bien qu'il ne peut pas être éternel, mais il faut qu'il parte. Mais il doit partir pourquoi? Ceux qui disent qu'il doit partir devraient aussi nous dire non, il doit partir parce que dans son programme, il a promis ceci, ça n'a pas été fait. Il doit partir parce que dans son budget, c'était telle ligne budgétaire qui n'a pas été observée. Et ça serait de manière responsable. C'est ça la citoyenneté responsable. Nous ne devons pas encourager cette politique de haute toi que j'aime y mettre. C'est une très mauvaise politique et qui a fait à ce que le Sud Kivu ne puisse pas avancer. Et nous n'avons même pas de route. Bukavu n'a même plus le droit d'être appelé une ville parce qu'aucune condition urbanistique qui soit réunie. Aucune condition, c'est pas moi, de l'éclairage public ou bien de traçage d'avenir qui soit réunie à Bukavu. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a cette instabilité. Et nous disons à ces pseudo-notables, parce que la notabilité ne se décrète pas. C'est la population qui doit vous donner cette qualité. Ces gens qui sont à Kinshasa et qui se réunissent et qui décident, toi tu viens, même Théo lui-même est fruit de cette magouille et de cette, c'est pas moi, mafia qui est établie à Kinshasa, parce que lui aussi, toi tu vas là-bas. Maintenant, nous disons, on a demandé un gouverneur de proximité. C'est un garçon de Bukavu qui a vécu avec nous, qui est là, qu'on lui laisse au moins le minimum de temps. Nous ne sommes pas ses adeptes, nous ne sommes pas ses partisans, mais nous disons, il doit bénéficier de ce qu'on appelle en droit le bénéfice du doute. Donc, comme il est encore là, qu'on lui laisse d'abord présenter son budget à l'Assemblée provinciale, que ce budget soit adopté par l'Assemblée provinciale et qu'on regarde maintenant. On doit l'évaluer. On ne demande pas le départ d'un gouverneur parce que M. Tel n'a pas été reconduit dans l'équipe gouvernementale en province. On ne demande pas le départ d'un gouverneur parce que M. Tel n'est plus conseiller au gouvernorat des provinces. Les acteurs politiques devraient comprendre que des fonctions politiques ne sont pas de la carrière publique. Donc vous êtes là parce que c'est un mandat politique. Et après un temps, vous devez partir et vous ne devez pas chercher, transformer les cabinets du gouverneur de province à une fonction publique, à une carrière. C'est ça le problème. Ceux qui sont en train de déranger, de crier à gauche, à droite, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été repris dans les cabinets du gouverneur Théo. S'ils étaient repris, ils ne feraient pas tous ces bruits. Donc nous devons apprendre à nous dire des vérités en face. C'est ça qui cloche. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'intérêt de la province du Sud Kivu. Mais ce qui dérange, c'est la présence de tel et l'absence de l'autre. C'est tout. Ceux qui se réunissent, moi je connais le mess noir qui se font à Kinshasa et consorts. Je dois vous rassurer ici que ce n'est pas pour l'intérêt de la province. C'est parce qu'il y a des leaders qui se disent non, c'est mon proche qui doit être gouverneur, c'est celle-ci de ma tendance, c'est mon fils, c'est ceci. Non, tout ça, nous devons quand même à un certain moment avoir le courage de s'élever et de dire non. Et moi, je dois ici confirmer ma signature sur ces documents et je l'ai dit encore avec force, c'est une signature qui a été donnée parce que ça fait couler beaucoup de salive d'encre par rapport à ça. Il y en a qui ont parlé de 150 000 $, il y en a qui ont parlé de 200 000. Je dois ici dire qu'il y a rien qui a été donné par rapport à ces documents. Par rapport à ces communiqués. Avant ces communiqués, la nouvelle société civile s'était déjà prononcée contre la déstabilisation des institutions en province. Nous avions déjà pris cette position. Mais ceux qui disent que non, c'est parce qu'il y a l'argent, non. Nous devons grandir, nous ne devons pas continuer à cautionner de tels discours. Nous devons quand même reconnaître à ces citoyens, à ces organisations qui prennent le courage de s'exprimer librement, cette liberté, donc ces droits là-bas, de se prononcer par rapport aux questions cruciales ayant trait au
développement de la province. Donc nous sommes contre, et si le gouverneur se manifeste, s'illustre dans des violations des droits de l'homme, s'illustre dans des détournements, s'illustre dans ceci, nous sommes prêts. Et vous connaissez la nouvelle amique de la société civile, il y en a qui l'appellent Pinet à 13, c'est qu'on ne craint personne, on doit l'avoir en face parce qu'on l'a à l'œil et on doit dire ici ça ne marche pas. Ici, ça a marché, mais là-bas, ça n'a pas marché. Mais tout au départ, comme ça, c'est un peu absurde qu'on demande le départ d'un gouverneur qui n'a même pas encore présenté son programme, ni, bon, disons, son budget à l'Assemblée provinciale. Et tout simplement parce qu'on voudrait, j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour l'intérêt du Sud Kivu, ce n'est pas pour l'intérêt de la population du Kivu, c'est beaucoup plus pour des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, des gens qui voudraient voir le leur et avoir des responsabilités à gauche, à droite. Voilà. Ah oui, par rapport aux travaux, donc d'abord c'est une pratique qui doit être découragée. C'est une pratique qui doit être vraiment dénoncée avec véhémence, avec énergie. Première question, le discours ou le meeting devant la population sud-kivusienne, comment elle a été perçue par votre organisation? Oui, au fait, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons suivi avec intérêt et attention soutenu l'adresse du chef de l'État ici à Bukavu au niveau de la place de l'Indépendance. Je dois d'abord commencer à préciser que pour la nouvelle dynamique de la société civile, la visite du chef de l'État ici en province du Sud Kivu, c'est un motif de fierté. C'est un motif de fierté. Pourquoi? Parce que le président Félix, il est le résultat de l'alternance. Cette alternance pour laquelle nous nous sommes battus jusqu'à risquer notre vie avec tous les autres compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'allégresse de l'accueillir au Sud Kivu, ce qui constitue un motif de fierté pour nous. S'agissant de son adresse à la place, deux éléments ont retenu notre attention. C'est d'abord l'engagement et les soucis du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a matérialisé la gratuité de l'enseignement de base. Ça, c'est une démarche que nous sommes en train de soutenir et que nous devons continuer à soutenir jusqu'au bout. Et un deuxième élément qui nous a aussi très marqué, c'est le souci du chef de l'État de ramener la paix, la stabilité sur l'ensemble de la République, mais aussi ici à l'Est où nous sommes victimes de plusieurs barbaries, que ce soit des groupes armés nationaux ou étrangers. Et nous pensons que le courage, l'engagement du chef de l'État, c'est quand même quelque chose de bien. Et nous, comme société civile responsable, une société civile de participation, une société civile de contribution, nous ne pouvons que l'encourager sur cette voie. Mais je dois ici reconnaître que le chef de l'État a oublié certains aspects très cruciaux de la vie sociale, notamment ici en province du Sud Kivu. Et parmi ces aspects, je dois commencer par mentionner la problématique de nos compatriotes qui sont victimes de l'escroquerie des microfinances. À Bukavu, on a plus de 12 millions de membres des différentes COPEC qui sont aujourd'hui, qui sont tombés en faillite et dont les membres ont été privés. Nous appelons ça de l'escroquerie pure et simple. Et le chef de l'État, quand il était à Founou pendant sa campagne électorale, en présence de l'honorable Vital Kamerhe, qui est son directeur de cabinet aujourd'hui, avait donné sa parole d'honneur qu'une fois élu chef de l'État, il va s'investir, il va se mettre pour que cette question de microfinance, cette question des coopératives puisse trouver des solutions. Nous aurions tant souhaité écouter le président de la République sur cet aspect précis, c'est-à-dire se prononcer par rapport à ça. Un deuxième aspect très important sur lequel on aurait souhaité écouter les chefs de l'État, c'est sur la dimension des questions, des conflits un peu sociaux que connaissent certaines provinces ici à l'Est et qui ont trait au foncier. Vous savez, nous, la nouvelle société civile, nous avons accompagné depuis 2016 les victimes de l'expropriation, les victimes de démolition de maisons en Bobero. Et nous avons déjà écrit au chef de l'État à 2 reprises par rapport à ça. Son prédécesseur, l'honorable sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, il est en conflit avec une bonne partie de la population de Kabare. Et en étant en conflit avec cette population, on aurait pensé que le président de la République, ça serait une bonne occasion pour lui de s'arrêter même à Murundu, là où il y avait des habitants de Bobero,
Lubero avec leur calico, et pourquoi pas ne pas envisager une descente jusqu'à Mbobero pour se rendre compte des réalités, pour se rendre compte de cet état des choses. On aurait vraiment souhaité voir le chef de l'État sur cette lancée, et enfin on aurait souhaité écouter le chef de l'État sur un aspect très important de la vie sociale. Vous savez, tout peut être fait, mais s'il n'y a pas de justice véritablement indépendante, rien ne peut être fait. Le président de la République peut être de bonne foi, peut être de bonne volonté, mais s'il n'y a pas une justice réellement indépendante, s'il n'y a pas une justice qui soit rendue de la même façon et de manière équitable et égalitaire à tous les citoyens, petits ou grands, ces pays ne pourraient pas avancer. Donc on va rester au niveau de déclarations, au niveau des intentions, au niveau de bonnes, donc tout un chapelet là de bonnes intentions. Nous aurions souhaité, et ça nous le redisons encore, la justice dans notre pays cause énormément de problèmes. Et le chef de l'État comme magistrat suprême, comme celui au nom duquel la justice est rendue dans notre pays, nous sommes en train de l'inviter à voir dans quelle mesure il peut aussi regarder comment dans ce secteur on peut trouver des solutions un peu adéquates, des solutions idoines. Voilà un peu notre lecture de manière sommaire, sous réserve d'autres questions qui peuvent surgir après. Monsieur Jean-Chrysostome Kidjana, discours, le président de la République a dit qu'il est prêt à mourir pour que la paix soit rétablie, surtout à l'est de la RDC. N'est-ce pas une similitude avec les discours il y a 20 ans de fait Musée Laurent Désiré Kabila?